je suis en exil, loin des murmures des lacs bleus. Certains jours, interminable l'absence me hante. La mémoire se fait grise, brouillard givrant, montant de la vallée où la rivière serpente. Petite cour de l'école, où s'élèvent aussi les refrains de nos chansons, de nos poèmes maladroits, des airs rescapés. J'entends passer le temps muet, aveugle et sourd. Je suis en exil, toujours à côté, en retrait, à cause des 5 lettres d'un prénom, qui font que toujours on me préjuge d'ailleurs. D'ailleurs. Pourtant, ici, je suis d'ici plus que quiconque. Les talus fumants du printemps, c'était moi. Les hirondelles de retour sur la poutre de la grange, c'était moi. La gorge sèche, penchée sur les chaumes d'été, c'était moi. Coureur infatigable, volant vers les ciels, les paradis de Marelle, guetteur des cris du jet dans les taillis, du chant lugubre des tourterelles, c'était moi. Déjà en exil, ailleurs, sur des phrases bancales, sur des mots bâtisseurs d'un pays bien à moi, caché en fond de cale, à l'abri sous ma veste, sur des mots voyageurs qu'il me tardait d'écrire, avant de les colporter, de les offrir. J'étais en exil, c'est encore aujourd'hui une façon de resplendir. Le terme de métissage, il est utilisé effectivement de temps en temps, mais c'est un terme qui n'est pas évident, qui n'est pas simple à manier. D'abord parce qu'il est la mémoire de quelque chose de très difficile, de représentation négative, on va dire. Il s'est construit dans la question du métissage, dans une relation d'esclavage, dans une relation de domination de ce qu'on appelait les Indiens, par exemple, aux États-Unis, par les Européens qui ont débarqué. Il s'est construit dans des contextes comme ça. Et il a une connotation qui est d'abord une connotation biologique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, même si il y a des personnes qui ont essayé un petit peu, d'une certaine façon, de le reconstruire autrement, comme le travail qu'a fait François Laplanty dernièrement, des anthropologues un petit peu comme ça. Mais je crois que c'est une notion qui reste entachée, d'une certaine façon. Il sera très très difficile de lui redonner une autre signification, de la remobiliser ou de la dynamiser d'une autre manière. Et en plus, il s'y pose à l'intérieur de lui-même. Et il ne peut y avoir métissage que s'il y a des puretés. Parce que le métissage, il se fait entre. Donc il y a des puretés. Donc à la limite, on peut que se dire, le métissage dans le devenir, si le devenir, on doit l'appeler le métissage, mais ça veut dire qu'il reconduit aussi les puretés derrière, à chaque fois. Sinon, c'est plus du métissage. Donc c'est un terme qui n'est pas évident à manier. Voilà. Moi, je préfère personnellement, beaucoup plus simplement, les termes d'interculturalité, par exemple, qui me semble un terme qui prête beaucoup plus à l'utiliser comme concept, c'est-à-dire à faire quelque chose avec. C'est ça le rôle du concept, c'est pas un simple mot, c'est un outil, ça devient un outil. Donc on peut construire quelque chose, on peut discuter autour, on peut construire véritablement à la fois des interrogations profondes, etc., les décliner sous forme d'interrogation, et en même temps, effectivement, essayer de trouver des réponses. Et il me semble beaucoup plus ouvert que le terme de métissage en tant que tel. Je voudrais rappeler que la rencontre peut naître de la volonté d'aller vers l'autre, peut naître de la xénophilie, être attiré par le différent, par l'altérité, comme elle peut naître d'une volonté de domination. De même, il est important de préciser que quitter son milieu pour aller vers l'autre peut être volontaire, mais aussi peut être quelque chose auquel les conditions de vie peuvent nous y obliger. Ce que j'avais envie de développer comme idée, c'est que la rencontre est inévitable entre les cultures.
aujourd'hui, plus qu'avant, du fait d'une mondialisation qui accélère les processus d'échange et de mouvement des populations, des idées, des marchandises, etc. Et que si on n'a pas une prise en charge de cette rencontre maîtrisée et voulue, risque d'être une rencontre subie, et ce qu'on subit, on ne le maîtrise pas, et ça risque de déboucher sur des dérapages qui profiteront aux tenants des discours identitaires, xénophobes, qui cultivent l'idée de la pureté et de l'authenticité des identités culturelles et jouent sur les peurs liées donc à la rencontre et au mélange inhérent à la rencontre, inévitable, nécessaire entre les cultures aujourd'hui. Je voulais par là mettre aussi l'accent sur l'origine de cette idée de clash des civilisations, de guerre entre les cultures, commune à tous les adeptes des idéologies xénophobes, identitaires, du Nord comme du Sud, de l'Est comme de l'Ouest, de l'Occident qui s'identifie à tort comme une identité culturelle homogène, à l'islam qui s'identifie lui aussi à tort comme une identité culturelle homogène. Moi, je crois qu'il y a une universalité de l'humain. Et attaché à cette notion d'universalité de l'humain, nous avons fondamentalement, les humains ont fondamentalement les mêmes aspirations à la liberté, à la justice, à l'égalité, surtout quand ils sont victimes de l'injustice, de l'oppression et de l'inégalité. Et partant, il y a une universalité de la dignité humaine à laquelle sont rattachés des droits qui sont universels. Mais là où il y a un problème, c'est qu'on a tendance à ériger les normes, les valeurs de sa propre culture comme étalon de l'universalité. C'est là le problème. C'est l'ethnocentrisme. C'est une universalité qui est ethnocentrique. Il faut se méfier toujours de soi-même. Tous les humains ont cette tendance de se considérer comme supérieurs aux autres. Et donc, quand ils parlent d'universalité, ils ont tendance à dire l'humain c'est moi et mes valeurs doivent être les valeurs de tout le monde. Et cette tendance, il faut s'en méfier. Et il ne faut pas ériger les critères propres, les valeurs propres, les schèmes propres à une culture donnée en étalon de l'universalité. Il faut voir toujours l'ancrage des idéaux, des aspirations fondamentales dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, on peut trouver un fondement et un point d'ancrage au principe d'égalité, de liberté, de fraternité, de justice, de solidarité, tout ce qu'on veut, dans toutes les sociétés, on peut trouver cela. Et c'est ça, l'universalité, qu'il faut construire. Il ne faut pas partir de l'idée que l'universalité, ça existe, c'est ma culture, et les autres n'ont qu'à venir vers moi pour participer à l'universel. C'est ça le grand problème. Le contraire de l'universalité, c'est précisément le culturalisme qui érige les cultures en identité irréductible. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas me comprendre, vous êtes une femme et je suis un homme. Vous ne pouvez pas me comprendre, vous êtes jeune, je suis vieux. Vous ne pouvez pas me comprendre, vous êtes européenne de souche, je suis d'origine arabe. On n'a pas la même culture. Qu'est-ce qui reste à l'humain? Qu'est-ce qui me permet, moi, le vieux,
l'homme d'origine arabe pour vous comprendre vous, pour échanger avec vous, pour communiquer avec vous, pour lire Confucius, pour lire Karl Marx, pour lire Platon, Bouddha, pour communiquer avec eux par-delà les frontières du temps, de l'espace et de la culture. C'est ça le fondement de l'universalité de l'humain. C'est là qu'il faut le chercher. Qu'est-ce qui nous permet de communiquer, de nous comprendre? Et qu'est-ce qui nous permet de nous respecter mutuellement? Le fondement de l'universalité: ne me fais pas ce que tu ne veux pas que je te fasse. C'est là le fondement des droits de l'homme. Et c'est là le fondement de leur universalité. Personne n'accepte d'être discriminé. Même l'intouchable en Inde n'accepte pas cela. Et quand il l'accepte, c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on le lui impose. L'esclave n'accepte pas d'être esclave. La femme battue n'accepte pas d'être une femme battue. L'homme battu dans les sociétés matriarcales et qui n'a pas de droit de ses enfants ne l'accepte pas. Mais ça lui est imposé, il n'a pas le choix. Donc, partons du souhait de chacun, l'aspiration de chacun. À quoi j'aspire? Et regardons comment cette aspiration se traduit dans les différentes cultures, et c'est là qu'on trouvera l'universel. Ah, nos ancêtres les Gaulois. Vous savez ce que ça signifiait dans ma jeunesse, nos ancêtres les Gaulois? Deux choses essentielles. Pas du tout une vision ethnique comme quoi on serait tous blonds aux yeux bleus. C'est absurde. Non, ça signifiait que la France était un pays de résistants contre l'occupation étrangère. C'était Astérix contre les Romains. C'était une image de la résistance. Et c'est comme ça que ça nous était transmis. Et la deuxième image, c'est que l'histoire de France était bien antérieure au baptême de Clovis. Et dans la laïque, on parlait des Gaulois, parce que dans les écoles privées, on faisait commencer l'histoire de France par le baptême de Clovis. Pourquoi on a oublié ça? Pourquoi on a ethnicisé la phrase? Parce qu'il y a eu certainement des gens qui l'ont prononcée avec l'autorité d'un enseignant en ayant une vision ethnique des choses, mais aussi parce que nous sommes de plus en plus dans une société qui s'ethnicise et qui oublie son histoire. Mais la lutte laïque contre la France de Clovis et la France résistante contre l'occupant étranger, moi c'est ça que je veux. Voilà. Ça veut dire aussi, j'y tiens beaucoup, qu'il faut qu'on sorte de la confusion, pardonnez-moi, c'est un peu ma thèse, entre identité et citoyenneté. Tout être humain a le visage de son ou ses identités qui se construit en même temps que le visage de sa citoyenneté. Mais c'est deux registres différents et ça ne se construit que s'ils sont en dialectique. Le visage de l'identité, c'est celui de l'héritage, de la filiation, du sang, de la symbolique du sang, de la terre des ancêtres. C'est la symbolique et c'est la vie de la communauté. C'est une chaleur qui ne se dit pas et qui est dans l'intimité. Tout ne se dit pas sur l'identité. Et puis dans la citoyenneté, et vous verrez, ça se correspond. C'est pas l'héritage, la filiation, le sang, c'est le choix, le contrat, l'adhésion. C'est pas la terre des ancêtres, c'est le territoire où on a des droits, où on va voter. Puis c'est pas la communauté, c'est la solidarité. C'est tout ça, et avec toujours des dimensions symboliques, toujours avec des représentations particulièrement intéressantes.
France, l'identité française, c'est comme un éventail à l'espagnol. C'est-à-dire, elle est composée, son image, c'est les composés des différentes facettes. Donc il faut qu'il accepte de déployer et d'ouvrir avec fierté toutes ces facettes et de ne pas, j'allais dire, bloquer sur telle ou telle facette. Là, il y a comme des pensées rouillées quand il s'agit d'aborder l'islam ou les jeunes d'origine maghrébine ou le monde arabe ou musulman. Ces facettes-là, dans cet éventail, semblent être rouillées et grincent, elles ne se déploient pas facilement. Donc il faut que la France puisse être fière de son identité et continuer à intérioriser et à déployer, à ouvrir toutes ces facettes. Vous le savez, la France est un très 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 grand fleuve qui est fait de multiples affluents. Donc cet affluent maghrébin musulman semble poser problème. Pas aux maghrébins, mais surtout à ceux. Donc il faut aussi interroger le pays d'accueil, comme on dit. Pas on est comme ceux qui arrivent. Donc pour s'intégrer, c'est comme un mariage. C'est une opération à deux. Il ne se fait pas que moi j'ai envie de m'intégrer ou que je désire m'intégrer. Encore faut-il que l'autre accepte de m'intégrer. Sinon c'est trop facile de paranoïser l'autre et de renvoyer toujours sur l'autre. Donc ça se fait à deux. C'est comme une rencontre amoureuse.